Bonjour à toutes et tous et bienvenue au séminaire pardon, DiscoursNet. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marine Aldada et Mehdi Arfaoui qui vont nous présenter une recherche qu'ils ont menée sur le hashtag MeTooIndia et la façon dont cette expression indienne s'est manifestée et s'est diffusée en Inde. Donc, merci à tous les deux pour votre présentation. Et donc, je couperai l'enregistrement après vos prises de parole. Merci, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Christine, pour Merci. l'invitation. Alors déjà, on va juste vous expliquer d'où est arrivée cette enquête. Déjà, Mehdi et moi, on est sociologues. On n'est pas du tout des spécialistes de l'analyse des discours ou de l'étude des réseaux sociaux, mais on est dans un laboratoire qui s'appelle le Centre d'études des mouvements sociaux. Et donc, on a une attention particulière dans ce laboratoire aux mouvements sociaux. Il se trouve que moi, je travaille sur l'Inde depuis très longtemps et que Mehdi et moi nous sommes retrouvés au CEMS à accueillir une masterante, Marie Chartier, qui est donc co-autrice de notre papier, qui venait pour un stage de recherche au CEMS et qui m'a contactée parce qu'elle voulait travailler sur l'Inde, sur les mouvements sociaux en Inde et les mouvements féministes. Et donc, elle est arrivée dans notre équipe au CEMS et elle est arrivée aussi en même temps que le Covid. Et donc, on s'est retrouvés à vouloir faire un projet de recherche sur les mouvements féministes en Inde en étant tous gentiment bloqués à Paris. Et moi, j'ai quand même j'ai un master du CELSA, donc j'ai quand même une petite formation en sciences de l'infocom. Et Mehdi, qui pourra aussi compléter, est très très fort avec Twitter et ce genre de choses. Et du coup, on a commencé à réfléchir ensemble à monter une enquête sur MeTooIndia en se servant que de supports en ligne. Donc, avec à la fois une enquête sur Twitter. Donc, nous, on va parler de Twitter puisque nous n'avons étudié que Twitter à l'époque. Il s'agissait de Twitter. Donc, nous, on connaissait les règles Twitter, les systèmes Twitter. Ça, Mehdi va vous expliquer un peu mieux comment on a procédé. Mais du coup, on a une enquête qui est sur Twitter. On a une enquête qui est aussi sur des bases en ligne de presse, donc Factiva et Europresse, et des entretiens qu'on a fait en ligne. Donc des entretiens qualitatifs, mais faits par Zoom, puisqu'on était tous en période Covid. Donc ça, c'est le contexte. Donc, on est très content de vous présenter ces résultats. Bon, bien sûr, MeToo, c'est un énorme mouvement social international. J'ai pas vraiment besoin de le présenter, mais donc c'est un cas quand même d'activisme en ligne qui est très intéressant. Que ce hashtag MeToo a été mobilisé par des millions de femmes dans le monde et pour dénoncer les abus sexuels. En gros, à partir de 2017, on voit donc ce mouvement en ligne apparaître. Donc c'est déjà, pour nous, c'était déjà une raison importante de s'intéresser à ce mouvement. Mais ensuite, on trouvait que c'était quand même particulièrement intéressant de le regarder sur Twitter parce que la dimension hashtag du mouvement était centrale. Et après, l'Inde, pourquoi l'Inde? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'utilisation de ce hashtag et les requêtes, par exemple, qu'on pouvait faire sur Google autour de ce hashtag montraient qu'en fait, l'Inde était le deuxième pays après les États-Unis en termes d'usage et de requête de ce hashtag, mais on voyait énormément d'études sortir sur l'usage de ce hashtag aux États-Unis et finalement bah, très peu en Inde. Et du coup, on s'est dit bah, qu'il fallait creuser en gros l'usage du hashtag MeToo et son adoption en Inde. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce travail au départ exploratoire en gros, de qu'est-ce qui se passe autour du hashtag MeTooIndia. Et donc, c'est ça qu'on va vous présenter brièvement. Du coup, je vais laisser la parole à Mehdi pour vous présenter un peu mieux notre méthodologie. Et du coup, voilà.
Merci beaucoup, Marine. Effectivement, alors Marine a rappelé un petit peu le fait qu'on a décidé dans cette recherche d'avoir une méthodologie mixte. Avec, c'est peut-être le gros morceau, on va dire, et peut-être ce qui fait un peu l'intérêt de cette enquête, c'est l'analyse de contenu, à la fois de façon qualitative et quantitative, de près de 360 000 tweets qui ont été postés sur Twitter avec ce fameux hashtag MeTooIndia entre 2017 et 2021, qui représente donc toute la période de collecte pour nous. Donc cette base de données, il faut bien se dire qu'elle contient évidemment une liste de tweets, y compris des retweets et des mentions, mais qu'elle contient aussi un ensemble de métadonnées qui vont être très intéressantes et très utiles dans l'analyse. Donc métadonnées, on entend évidemment par exemple les dates de publication de ces tweets pour en comprendre un petit peu la chronologie. Des types de tweets également, savoir distinguer des tweets originaux, entre guillemets, de tweets qui sont en fait des retweets de tweets originaux, ou des mentions, c'est-à-dire ces messages qui fonctionnent comme une forme de conversation sur Twitter. Donc faire mention sur Twitter, c'est répondre à un tweet préexistant. Donc on a un ensemble de métadonnées, puis on a également des données sur les utilisateurs des comptes qui vont tweeter ces tweets ou retweeter. Et ça, c'est pareil, on va pouvoir en faire un usage qui est très intéressant, puisqu'on va pouvoir regarder non seulement le contenu d'un tweet, mais également l'associer à une trajectoire finalement d'utilisation par des comptes particuliers. Donc sur ces utilisateurs, on a la date de création du compte, par exemple, très intéressant, on en parlera tout à l'heure sur par exemple la caractérisation de bots qui vont finalement émerger tout d'un coup par centaines sur une période, là où peut-être d'autres types de comptes, je pense à des comptes de médias ou des comptes d'activistes en ligne, vont souvent avoir beaucoup plus d'ancienneté. Et donc on va pouvoir catégoriser comme ça un petit peu les types de comptes auxquels on a affaire. De la même manière, on va pouvoir regarder la biographie des comptes Twitter qui vont donner énormément, donc ce qu'on appelle les bios, hein, c'est là les utilisateurs qui vont eux-mêmes remplir un ensemble d'informations à leur sujet sur le compte, qui peut nous aider à caractériser le profil des utilisateurs qui participent dans cette controverse numérique. Le nombre de followers et de following, c'est-à-dire le nombre de personnes que ces comptes suivent et le nombre de comptes qui suivent ces personnes-là, qui vont aussi nous permettre de caractériser ces comptes. Et puis la ville et le pays, qui n'est pas systématiquement indiqué, mais qui était indiqué pour une part suffisamment grande de notre échantillon, qui permettait également là de faire un petit peu de profilage. Donc ça, c'est pour ce qui est des tweets que nous avons collectés. Donc je rappelle, 360 000 tweets à peu près qu'on a, après les avoir analysés quantitativement, analysés plus qualitativement. Dans le même temps, Marine et Marie ont mené une grosse analyse de la couverture médiatique de MeToo India, donc entre 2018 et 2021. Marine l'a dit, en mobilisant d'abord des bases de données presse qui sont typiques un peu de l'étude média en sciences sociales, donc Europress et Factiva. Et puis comme on était sur un cas indien et en plus de ça, un cas qui concerne finalement une controverse très numérique ou numérisée par ce hashtag MeTooIndia, elles se sont également intéressées à trois pure players de la presse digitale indienne, donc The Wire, Scrollin et India Today, qui sont voilà, ces acteurs importants des médias en ligne indiens. Donc tout ça, ça nous a permis de construire une analyse comparative entre d'un côté les tweets dont je vous ai parlé, cette base de données extraite de Twitter, et d'autre part les contenus produits par les médias traditionnels indiens pour voir précisément s'il n'y avait pas des décalages ou si au contraire ça se rejoignait en termes à la fois de contenu, de temporalité, de chronologie, etc. Et enfin, Marine l'a évoqué, Marine et Marie ont mené des entretiens avec des chercheurs, des activistes, en tout cas des personnes qui se présentent comme telles, et plusieurs utilisateurs qui mobilisaient activement le mot-clé MeTooIndia sur Twitter. Et on verra que ces entretiens nous ont permis de caractériser un peu l'évolution de ce mouvement-là. On en parlera à la toute fin de la présentation. Donc on pourra vous donner des détails pendant, j'imagine, la discussion de notre méthode, de cette méthode mix, mais on vous propose donc de maintenant rentrer, plonger dans le contexte indien, puisque MeToo India n'est pas MeToo par ailleurs. Il faut spécifier ce qui fait la spécificité d'un MeToo India. Et je propose donc de laisser la parole à Marine. Alors, euh, voilà. Donc, notre mouvement MeToo en Inde, bien sûr, il s'inscrit dans un mouvement global
Donc, en 2017, donc on a les accusations portées contre Harvey Weinstein, donc Hollywood, qui, en gros, avec le hashtag lancé par Alyssa Milano, initie ce mouvement en ligne aux États-Unis avec l'usage du hashtag MeToo pour dénoncer le harcèlement sexuel. Donc, la popularisation de ce mouvement MeToo va en fait avoir des répercussions sur l'Inde et on va effectivement voir apparaître l'usage du hashtag MeTooIndia à partir de 2018 euh, dans un cas qui est également dans l'industrie du cinéma, donc une affaire Bollywood avec une actrice, Tanushree Dutta, qui en gros accuse sa co-star Nana Patekar de l'avoir harcelée sexuellement 10 ans auparavant, donc en 2009. Et donc, on pourrait immédiatement penser, quand on voit ça et quand on voit le pic initial, que c'est cette affaire qui lance le mouvement MeToo en Inde avec la prise de position publique de Dutta qui est très, très médiatisée et les déclarations de l'actrice avec donc l'usage du hashtag. Et donc, on pourrait dire le mouvement commence là. Mais comme on a fait des entretiens avec les principaux acteurs, en fait, on nous a dit que ça, c'est un effet du hashtag. C'est que oui, le hashtag commence là, mais en fait, le mouvement MeToo a émergé en Inde avant le cas d'Utah et bien loin de Bollywood. En fait, au départ, ce qui a initié ces dénonciations en ligne et sur Twitter de cas de harcèlement, c'est un post en fait qui a démarré sur Facebook et qui ensuite a été relayé sur Twitter de la liste LOCHA, LOCHA, qui visait en fait les universitaires. Cette liste de harceleurs et prédateurs sexuels dans le monde universitaire a été compilée et mise en ligne en 2017, donc avant l'apparition du hashtag MeTooIndia, par Raya Sarkar, une étudiante indienne qui étudie le droit en Californie. Et c'est une liste participative qui est mise en ligne sur sa page et qui est alimentée par d'autres femmes qui donc dénoncent des prédateurs sexuels dans le champ universitaire. Donc en fait, si on remonte la chronologie du mouvement, ça part de la liste Locha, puis l'apparition vraiment du hashtag dans notre corpus Twitter va vraiment décoller avec l'actrice Tanushree Dutta, qui va vraiment être la voix de MeToo India, la voix médiatique, la voix sur Twitter, et qui en gros dénonce le harcèlement sexuel à Bollywood. Il faut savoir que Tanushree Dutta n'avait bénéficié d'aucun soutien en 2009 quand elle avait déjà dénoncé le cas et qu'elle avait demandé à ce que l'acteur soit retiré de la liste des acteurs, de son accréditation d'acteur en Inde et tout ça. Ça n'avait eu aucun effet à l'époque. Et donc, c'est la couverture médiatique qui est dans le sillage du mouvement MeToo mondialisé qui lui permet enfin de faire apparaître ce cas qui est donc un cas vieux de 10 ans et qu'elle avait essayé de médiatiser à l'époque. Donc, l'image de cette actrice, c'est vraiment une femme forte et emblématique du mouvement qui va porter, en gros, le combat MeToo en Inde. Mais c'est une couverture qui va aussi susciter énormément de critiques. D'abord parce que son témoignage va vraiment être surreprésenté dans les médias et va refléter aussi un espèce de transfert assez mal vu en Inde, en gros, de Hollywood vers Bollywood, comme si c'était juste Hollywood qui allait déteindre sur l'industrie du cinéma indienne. Mais il faut savoir que son cas a ouvert la voie pour de multiples dénonciations de cas au sein de Bollywood, avec des personnalités clés du secteur, des réalisateurs, des acteurs qui sont accusés d'agression sexuelle, de prédation, et qu'en fait, dans notre base de données Twitter et dans la presse, on a plusieurs affaires.
Je vais vous citer les deux autres affaires Bollywood qui ont été les plus médiatisées, qui font partie de nos pics d'activité sur lesquels on pourra revenir après. Mais il y a une autre affaire d'un autre acteur, donc en 2018, donc la même année que l'affaire Douta, qui est l'affaire Sajid Khan. Puis après, plus tard en 2020, et ça on en reparlera parce que c'est un de nos pics, c'est l'affaire du réalisateur Anurag Kashyap. Mais il faut savoir qu'en fait, si on prend notre base de données Twitter et aussi la base de presse, le cas le plus important, l'affaire MeToo la plus importante ne se déroule pas à Bollywood. Donc ça commence, le buzz médiatique commence à Bollywood, mais en fait c'est dans l'arène politique que vraiment il va y avoir le plus de production de contenu et l'affaire qui va vraiment porter le mouvement MeToo, c'est l'affaire Ramani Akbar. C'est l'affaire la plus importante de toutes nos bases de données. Rien que sur la base Twitter, elle représente 60% des contenus du hashtag MeTooIndia. Donc Priya Ramani, c'est une journaliste. C'est en gros la deuxième victime hyper médiatisée de MeTooIndia après l'actrice Douta. Donc, il faut savoir qu'elle s'en prend à l'ancien rédacteur en chef et ministre des télécommunications à l'époque, donc MJ Akbar, et elle l'accuse de harcèlement sexuel. Et il faut savoir qu'après elle, une douzaine de femmes journalistes se sont également manifestées pour dénoncer donc des cas de harcèlement contre le ministre en fonction. À la suite de cette accusation, Akbar est obligé de démissionner de son poste de ministre en exercice, donc du BJP, donc qui est le parti hindou fondamentaliste au pouvoir en Inde. Et en gros, lui, il riposte immédiatement en intendant un procès en diffamation contre Ramani. Et ce procès, il est très important parce que ce procès va durer 2 ans et que d'abord, l'utilisation de Twitter est au cœur de ce procès. En gros, Ramani est accusé par la défense de Akbar d'avoir fait obstruction à la justice en tentant de détruire des preuves, en supprimant son compte Twitter, en se retirant de Twitter. Et qu'en fait, comme les dénonciations sont passées par Twitter, l'objet Twitter est vraiment au cœur de ce procès et va tenir en haleine toute l'utilisation de ce hashtag pendant presque 3 ans. Donc, il faut savoir qu'en février 2021, Akbar perd le procès, donc Ramani gagne. Mais c'est pour ça qu'en fait, on a une temporalité entre 2018 et 2021. On a une utilisation quand même soutenue du hashtag, qui est le fait vraiment de ce cas qui va durer. Et en fait, la démission de ce ministre est considérée comme la seule et la plus grande des victoires du mouvement hashtag MeTooIndia. Il faut savoir que cette affaire, elle incarne plusieurs des grandes caractéristiques du mouvement MeToo en Inde. Tout d'abord, il s'agit d'une bataille d'élite. On a une journaliste pleine de ressources et puissante qui se bat contre un ministre en fonction, donc un homme également très puissant. Ensuite, il faut savoir que le cadre temporel de l'affaire va donner vraiment le ton et la temporalité du mouvement MeToo India. Et c'est grâce à cette affaire qu'on va avoir un suivi soutenu et non une disparition complète, comme on pourrait le voir dans d'autres cas du mouvement MeToo ailleurs. On va avoir vraiment une présence de ce hashtag jusqu'à la fin du procès en 2021. Donc pendant 3 ans, en gros, on a un usage de ce hashtag qui est très lié à cette affaire. Donc cette affaire, elle a uni, elle a divisé, elle a mobilisé énormément de gens en Inde autour du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais aussi autour de l'utilisation de Twitter pour dénoncer ce type de phénomène. Donc voilà, ça c'est un peu la chronologie du mouvement MeToo India. Et maintenant, je voudrais vous présenter plus la partie analytique de notre papier. Donc là, ça c'est le contexte du mouvement. Donc, je laisse la parole à Betty. Merci beaucoup, Marine. Donc, comme Marine vous l'a montré, ce mouvement MeToo indien s'inscrit dans le temps long. Hein. C'est pas juste de l'associer simplement à cette bulle et à l'arrivée de Twitter en ligne, même si c'est de cette polémique en ligne, même si c'est exactement ce qui va nous intéresser dans les prochains slides. Ce que Marine a montré aussi, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans un rapport qui est antagoniste, qui est très conflictuel, y compris parmi les féministes ou les acteurs qui se disent militants féministes. On y reviendra en fin de présentation.
Donc ça, ce sont nos résultats préliminaires, en quelque sorte, l'analyse préliminaire qu'on a pu faire. Et on s'est demandé, mais alors comment dépeindre cette conflictualité, notamment à partir des bases de données collectées. Alors ce qu'on a fait dans un premier temps, et étant donné en fait la taille de la base de données, on s'est demandé comment on pouvait commencer par faire du carottage et produire des échantillons de la base qui nous permettraient de dire des choses et de construire des catégories d'analyse qu'on utiliserait de façon plus qualitative ensuite. Donc notre première idée, ça a été d'extraire les tweets les plus partagés, donc les tweets qui comptaient le plus grand nombre de retweets, et les profils Twitter les plus actifs dans notre base de données, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui avaient utilisé le hashtag MeTooIndia dans plus de 100 tweets, ce qui représente déjà un beau volume de tweets. On a ensuite analysé qualitativement, à travers un codage qu'on a fait minutieusement à la main, le contenu de ces tweets et de ces comptes les plus actifs pour caractériser à la fois la nature, le contenu, la forme des tweets, mais également le profil des individus et en tout cas des comptes qui les produisaient. Ce travail-là de codage nous a permis de dégager 4 catégories d'utilisateurs, alors qui nous ont voilà, servi d'outils de travail, mais évidemment qu'ils sont là situés, ils répondaient à un besoin pour nous de simplifier cette affaire. Donc là, on est vraiment sur une typologie qui ne représente pas la complexité de la réalité, mais qui va nous intéresser précisément pour avancer un petit peu dans l'analyse. Ces 4 catégories, elles vous sont présentées dans ce tableau-là, avec d'une part les médias, les victimes, les féministes et les masculinistes, qui correspondent à la fois à des positions dans la controverse et à des types, des formats de contenu postés. Et c'est pour ça qu'on a tenu dans ce tableau à vous mettre également des extraits des tweets pour que vous voyez aussi que à une position dans la controverse correspond à un type de contenu produit. Donc, la première catégorie, la catégorie des médias, correspond, comme son nom l'indique, au compte des organes officiels de presse indiens, notamment ceux que j'ai évoqués plus tôt. La catégorie de victimes correspond aux comptes qui relaient des histoires personnelles, individuelles, vécues d'abus sexuels. La catégorie féministe correspond aux comptes qui affirment explicitement que les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes, les mêmes pouvoirs, les mêmes opportunités, être traitées de la même manière, et qui, par ailleurs, souvent relaient et soutiennent les comptes féministes, de victimes pardon, que j'évoquais plus tôt. Et enfin, les catégories de méninistes ou masculinistes en français, qui correspond à l'inverse à ces comptes qui explicitement affirment que les hommes sont au contraire victimes du féministe et que les droits des hommes doivent être mieux défendus face à finalement ces hordes de féministes qui les attaquent et qui viennent rogner leurs droits. Alors, on a pris les catégories que je viens de mentionner pour faire en quelque sorte des allers-retours entre l'étude quantitative de notre matériau et l'étude qualitative de ce corpus, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats très intéressants que j'aimerais bien vous présenter maintenant. Donc là, les diagrammes que vous voyez à l'écran représentent la proportion de posts originaux. C'est-à-dire, tout à l'heure, je faisais la distinction entre des tweets et des retweets ou des mentions. Donc là, quand je parle de posts originaux, c'est vraiment les tweets sans retweet et sans mention. Pour chacune des catégories d'utilisateurs que j'ai évoquées précédemment, et selon différentes périodes. Donc, la période d'ensemble, qui est la période de collecte de notre matériau, donc de 2017 à 2020, et la période des 2 pics que Marine évoquait, qui correspond donc aux 2 affaires. Donc, le premier pic en octobre 2018 et le deuxième pic de la base de données en septembre 2020. Comme vous pouvez le voir, j'espère de manière assez flagrante, et j'espère que les graphes, les diagrammes sont assez grands sur vos écrans, on constate que même si la proportion générale de tweets produits par chaque partie est assez équilibrée en fait au départ, au début de ces controverses sur Twitter, la quantité d'utilisateurs qui se disent victimes, enfin qui se présentent comme des victimes et des féministes disparaît au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, et notamment au moment où on atteint ce deuxième pic de septembre 2020, où les féministes, où les victimes ont complètement disparu en termes de proportion de contenu produit, et où les féministes ne représentent plus que 8% des tweets produits sur cette période-là.
On a, dans un deuxième temps, identifié un schéma de publication qui nous semblait également contribuer à une part significative des discussions anti-MeToo dans le corpus MeToo India, à savoir qu'on a noté la présence de comptes qui étaient uniquement dédiés à faire des retweets et dédiés à des stratégies de trolling. En fait, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est notamment dans l'étude quantitative qu'on a faite de la base au tout début, le fait de s'apercevoir que 60% de la base était constituée de retweets. Ce qui nous semblait vraiment énorme intuitivement et qui est effectivement bien au-delà des proportions de retweets qu'on retrouve dans d'autres controverses, notamment des controverses MeToo dans d'autres pays, pour reprendre les travaux d'une enquête par Simon Lindgren en 2019 qui montre que ce n'est pas du tout ces proportions-là qu'on retrouve, que la proportion de retweets dans des controverses Twitter sur MeToo sont bien plus basses, souvent en dessous de 10%. Donc on a repris notre catégorisation que j'évoquais précédemment, mais en incluant cette fois-ci non seulement les tweets, mais aussi les retweets, dont on a vu précisément qu'ils occupaient une part importante du corpus. Et on s'est, dans le même temps, rendu compte qu'on ne pouvait pas appliquer les mêmes catégories aux utilisateurs qui retweetent, parce que les retweets, déjà, ils ne permettent pas de placer finement les personnes du côté des victimes ou des féministes, par exemple, parce qu'en fait, on a des comptes qui vont faire que du retweet. Donc, on n'est pas capable de dire si c'est une victime de féminisme, de masculinisme, par exemple, une victime de MeToo India. Et de manière générale, les retweets ne sont pas des preuves d'approbation. Donc, ce qu'on a choisi de faire, et c'est pour ça que le diagramme est légèrement présenté de manière légèrement différente sur cette slide, on a décidé de positionner ces utilisateurs soit comme des comptes médias, là c'était facile, soit comme des comptes qui partagent des contenus en faveur, donc pro MeToo, soit des comptes qui partageaient des contenus anti-MeToo. Donc on voit les catégories de féministes et de victimes disparaître sur ces graphes. Et également les catégories de masculinistes. Et donc, ici encore, pour montrer l'évolution de ton et la répartition des voix dans la controverse MeToo India, on a d'abord fait une analyse de la période générale de 2018 à 2021 et on a encore une fois comparé les deux principaux pics d'activité entre octobre 2018 et septembre 2020. Et donc, en reproduisant cette répartition des utilisateurs, on observe de manière encore plus flagrante que la part des utilisateurs pro-MeToo parmi les utilisateurs les plus actifs disparaît progressivement jusqu'en septembre 2020. Et en fait, en creusant cette fois-ci de manière plus qualitative l'analyse, on se rend compte du fait que 25 des 50 comptes les plus actifs quand on prend effectivement, quand on compte les retweets, n'ont jamais publié un seul tweet original. C'est-à-dire, c'est des comptes qui n'ont fait que faire des retweets, des repartages de contenu existant, et que ces 25 comptes-là, qui sont donc uniquement dédiés à faire des retweets, appartiennent au camp anti-MeToo. Et donc, il y a une caractérisation donc d'une typologie de compte qui ne fait que du retweet et qui, par ailleurs, ne participe que d'un côté de la controverse, à savoir le côté anti-MeToo. Donc, ce travail-là, qualitatif et quantitatif sur la base de données, nous a permis de faire l'hypothèse et de suggérer que euh, Twitter, en fait, dans la controverse, permet une très forte recirculation d'une toute petite quantité de messages originaux et qui vont participer à créer cette présence massive, complètement dominante de contenus anti-MeToo, quand bien même les contenus originaux sont peu nombreux. Et cette domination écrasante de contenus produits ou retweetés par des utilisateurs anti-MeToo remet forcément en question la pertinence de cette hypothèse un peu technodéterministe qu'on a souvent mise en avant, qui a longtemps fait de Twitter cet espace idéal pour construire une mobilisation MeToo en Inde ou ailleurs, et montre à l'inverse que Twitter est aussi un espace qui va absorber, réapproprier les relations de pouvoir inégales qu'on retrouve hors ligne, et donc participer à reproduire des inégalités, voire à les exacerber sur ces espaces en ligne. Alors, je vais du coup vous parler des 5 raisons qu'on a identifiées de la disparition de nos voix
féministes et de victimes. On en a identifié cinq qu'on va pouvoir discuter ensemble et qui sont issus à la fois de notre analyse Twitter, mais aussi de nos entretiens et de l'analyse de presse. Donc, nous, on voulait comprendre et réussir à expliquer pourquoi on a une disparition des voix des victimes et des voix féministes sur cette période. Comme vous l'avez vu en 2020, on n'a vraiment plus du tout la même situation qu'en 2018. Donc, il y a une des premières raisons de l'affaiblissement du mouvement en ligne, et on l'évacue directement, elle peut être attribuée en fait à des fractures au sein des mouvements féministes indiens, qui sont ces fractures qui sont apparues vraiment parallèlement à l'utilisation du hashtag MeToo en Inde. Dans notre article, on développe beaucoup plus cela, mais en gros, on explique que dès le départ, avec l'usage de ce hashtag, il y a un désaccord public entre les féministes autour de la dénonciation par hashtag. Ça commence avec le hashtag de la Locha List, dont je vous ai parlé sur les universitaires. En gros, on va avoir d'éminentes féministes indiennes qui vont prendre donc publiquement position contre ce modèle du name and shame, blame and shame, des campagnes sur Twitter. Et donc déjà, on a une fracture avec des féministes qui rejettent complètement ce modèle de la dénonciation en ligne, et puis des féministes plus jeunes qui adhèrent à ce mode de dénonciation. Sur Twitter, on va avoir deux comptes que je nomme, donc @TheRestlessQuill et @Masalabai, qui sont gérés respectivement par Sandhya Menon et Rituparna Chatterjee, qui vont jouer un rôle déterminant dans l'élaboration d'une campagne Twitter pro-MeToo portée par des féministes. Il faut savoir que les deux sont journalistes et qu'elles vont publiquement encourager les femmes à se manifester sur Twitter via des hashtags et elles vont les inviter à recueillir collectivement des plaintes et à les présenter officiellement à la Commission nationale pour les femmes, qui est l'organisme gouvernemental qui est censé représenter les droits des femmes en Inde. Donc, ces femmes, donc ces féministes et journalistes, il va y avoir un nombre de témoignages de femmes qui vont s'exprimer publiquement à travers ce hashtag, partager leur histoire. Et en fait, déjà, ce qui va se passer, c'est que elles vont perdre en crédibilité parce que la commission ne va pas suivre. Il va y avoir aucune conséquence en fait de cette dénonciation et de ce dépôt devant la commission par ces deux journalistes, mais aussi parce que avec le temps, une des deux journalistes, Sandhya Menon, va être accusée en ligne et on le retrouve sur nos messages Twitter d'utiliser le hashtag en gros pour récolter des soutiens financiers ou en images à son profit pour ses médias et tout ça. Et donc, en gros, ces deux femmes vont faire l'objet ouvertement de critiques pour leur présence très forte dans le mouvement. Et donc créer de la dissension encore au sein des mouvements féministes. Et en plus, il faut savoir que ce sont deux journalistes de caste supérieure et que du coup, il va y avoir une autre critique au sein des pro-MeToo qui va être que, en gros, l'écrasante majorité des femmes qui brandissent le hashtag MeToo appartiennent aux élites de la société indienne, que les comptes Twitter les plus largement relayés sont ceux de personnalités publiques éminentes, très bien connectées, puissantes, et que cette position élitiste va entraîner un décalage dans le mouvement MeToo India, qui va être accusé en gros d'aider les femmes puissantes à acquérir plus de pouvoir en laissant dans l'ombre la grande majorité des femmes victimes d'abus. Et on retrouve dans notre base des tweets qui vont dénoncer des mécanismes d'invisibilisation qui sont renforcés par MeToo India, des dénonciations qui en fait ont aussi été identifiées dans les cas étudiés de MeToo aux États-Unis, par exemple, autour de la sous-représentation des femmes afro- et latino-américaines. En Inde, il faut savoir que ce résultat, il est corrélé à l'utilisation de Twitter qui est considérablement plus faible pour les femmes
que les hommes, mais aussi pour toutes les minorités, donc les Dalits, les tribaux, les personnes moins éduquées, les personnes en grande ruralité ne vont pas être sur Twitter. Donc ça, c'est notre première raison, c'est qu'on a des désaccords, des fractures multiples au sein du mouvement MeToo et du mouvement féministe. Ensuite, on a une deuxième raison que Mehdi a commencé à évoquer, qui est vraiment confirmée par les activités et qui est liée à Twitter, qui est la violence en ligne et les mécanismes de trollage dont Mehdi a parlé. Il faut savoir que dans notre enquête, les utilisateurs de Twitter qui ont été identifiés comme victimes, donc qui se sont présentés elles-mêmes comme victimes d'agressions sexuelles, ont systématiquement refusé de répondre à nos entretiens. On les a contactés et ce qu'elles nous ont répondu, c'est qu'en fait, désormais, elles boycottaient #MeToo parce qu'en fait, ça leur avait beaucoup trop coûté. Cette mise en visibilité de leurs témoignages en ligne et qu'en fait, elles boycottaient complètement la présence Twitter parce qu'elles avaient été inondées de menaces et de messages agressifs par le biais de Twitter. Et en fait, il faut savoir qu'en Inde, comme l'évoquait Mehdi, les comptes anti-MeToo, ce ne sont pas des trolls automatisés, ce sont des vrais comptes qui sont gérés par des vraies personnes qui ont mis en place des stratégies sophistiquées de relais de comptes entre comptes les plus actifs pour se retweeter les uns les autres. Sur les 50 comptes les plus actifs, on en a la moitié qui a recours à de telles pratiques de trollage. Ils viennent polluer la sphère Twitter et ils relaient tous des messages ultra virulents à l'encontre des comptes de victimes et des comptes féministes qui du coup se sont rapidement retrouvés à ne plus supporter cet espace parce qu'elles se sont retrouvées attaquées par des dizaines ou des centaines de messages simultanément très virulents à leur encontre. Il faut savoir qu'au départ, donc ce qu'évoquait Mehdi sur cette idée du pseudo-anonymat, de cette pseudo-liberté de la Twitter sphère, qui a souvent été présentée comme un espace de libre expression, c'est absolument pas ce qui ressort de notre étude. Et ce qui ressort, c'est que, il est très facile de faire taire quelqu'un sur les réseaux sociaux et de le noyer et de le faire partir du réseau parce qu'il y a une espèce d'immédiateté, de sentiment de se retrouver entouré de messages virulents et du coup de se noyer sous l'avalanche des messages agressifs, quoi. Et du coup, on a plusieurs témoignages qui nous disent que, en gros, la majeure partie des voix féministes et des victimes ont disparu en 2020 parce qu'elles étaient épuisées, en gros, de une année et demie de trollage, de messages virulents. Il faut savoir que récemment, en Inde, en 2022, il y a eu des révélations autour d'une affaire qui s'appelle TechFog, qui est en fait l'utilisation par le BJP, donc le parti au pouvoir hindou fondamentaliste, d'applications mobiles, donc des applications par téléphone portable spécifiques qui sont utilisées par les jeunes cadres du parti afin de troller des mouvements sociaux. Donc, c'est des applications qui vous permettent en fait de cocher des cibles de personnes et de cocher des mouvements sociaux et des hashtags précis pour envoyer en masse par centaines ce type de message. Donc en plus, on sait qu'en Inde, il y a des outils qui permettent en fait de faire ce type de trollage. Donc ce deuxième point de la violence et du trollage, pour nous, il est vraiment lié à l'usage de Twitter et il explique qu'en fait, on a des mécanismes assez sophistiqués. Il faut savoir que dans l'affaire TechFog, ils ont été prouvés que ces jeunes cadres du BJP étaient payés par tweet pour troller des mouvements sociaux spécifiques, donc le mouvement MeToo, le mouvement des farmers et le mouvement des Dalits, qui en gros, donc ce type d'application vient aussi complètement corroborer et expliquer nos résultats en matière de violence et de trollage en ligne. Une autre raison qui est en fait peut-être aussi une conséquence des précédentes, c'est que il faut savoir que MeToo s'est éloigné de Twitter. On le voit par nos entretiens, on le voit par cette problème de violence du trollage. C'est qu'en fait, on a plusieurs témoignages qui nous disent, bah, nous, on est parti de Twitter. On est allé se mettre dans des espaces fermés, dans des groupes Facebook sécurisés. On est sorti de Twitter et Twitter n'était plus notre arène de discussion. Donc en gros, on a un mouvement qui va s'éloigner d'une plateforme qui est jugée hostile
et en recréant d'autres systèmes. C'est aussi un résultat qui a été trouvé par d'autres collègues qui ont travaillé sur le mouvement MeToo, qui disent que il y a en gros cette expression publique sur Twitter s'est déplacée sur des groupes fermés Facebook, avec une augmentation par exemple d'activité de ces groupes fermés. Donc voilà, ça c'est une autre raison, c'est qu'en gros elles sont parties de Twitter. Et que de toute façon, ce que ça veut dire sur un plan méthodologique, c'est que c'est important aussi de considérer ces mouvements numériques à partir de plusieurs plateformes, à partir de plusieurs supports. Voilà. Donc ça, c'est une autre des raisons, c'est elles sont ailleurs. Voilà. Et en fait, le quatrième point, de manière plus générale, on a senti quand même une grande lassitude et une grande frustration de nos activistes, par exemple, à propos du hashtag MeToo. En gros, on a plusieurs des femmes très impliquées dans le mouvement qui nous ont décrit à quel point elles avaient été déçues par le fait que le mouvement n'a eu quasiment pas de matérialisation dans des procédures institutionnelles ou judiciaires et des grosses victoires institutionnelles ou judiciaires de ce mouvement. On l'a dit, la plus grosse victoire, en fait, c'est la démission de Akbar, mais en fait, le seul procès qui est arrivé, c'est le procès en diffamation contre son accusatrice. En fait, nous n'avons aucun grand procès contre des prédateurs qui, en gros, jugent des prédateurs et qui les condamnent. Donc on a vraiment une lassitude énorme des activistes en raison en gros de toutes ces procédures qui sont discréditées pour traduire des prédateurs sexuels devant les tribunaux. Et cette déception généralisée des militantes pro-MeToo, elle est très importante et elle doit vraiment être reconnue parce qu'elle peut aussi expliquer un affaiblissement du mouvement, une grosse lassitude face à des procédures institutionnelles et judiciaires inexistantes, face à ces multiples dénonciations. Et enfin, un dernier point qu'on voudrait ajouter, une dernière raison et qui est spécifique à l'Inde, c'est la censure sur Twitter. Il faut savoir que au cours de notre enquête, quand on a fait les entretiens, on a plusieurs personnes qui nous ont dit que leur compte Twitter avait été bloqué, des messages supprimés, voire leur compte complètement supprimé parce qu'elles avaient relayé activement des messages qui, en gros, allaient un peu à l'encontre du modèle patriarcal dominant qu'il y a sur Twitter. Et qu'en fait, au départ, on s'est dit, bon, bah, on peut pas vérifier ce type d'allégation, quoi. Mais il se trouve que très peu après notre collecte, il y a eu un nombre d'articles dans la presse parce que il y a eu une réforme de la maîtrise de Twitter en Inde. Et en fait, à partir de la fin 2020, il y a des nouvelles formes de contrôle qui sont permises de la plateforme Twitter en Inde par le BJP, donc le parti au pouvoir, et qu'en fait, le gouvernement indien a la possibilité de demander de faire une liste de comptes à retirer qui menaceraient la sûreté nationale et que la plateforme est dans l'obligation de retirer les contenus et de supprimer les comptes sur demande du gouvernement. Donc ces témoignages en fait de nos activistes se sont retrouvés en fait un peu confirmés plus tard par cette nouvelle validation de la censure à grande échelle de la plateforme, donc avec les employés de Twitter qui se sont retrouvés attaqués, avec des raids au siège de Twitter à Delhi. Vraiment une politique de censure en ligne qui est spécifique à l'Inde et qui est très importante de noter, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des comptes de féministes qui ont disparu parce qu'ils ont été radiés de la plateforme. Voilà nos cinq grandes raisons de la disparition de nos voix contestataires ou pro-MeToo, en fait, dans ce mouvement-là, qui ont permis, en fait, ce raz-de-marée anti-MeToo à partir de fin 2018 et jusqu'à 2021. Voilà. Et maintenant, place aux questions. Merci beaucoup, hein, Marine et Mehdi, hein, pour cet exposé riche. Toutes ces données qui mettent aussi,